Mesdames et messieurs, bonsoir, rebonsoir à ceux qui étaient déjà là les soirs précédents. Bienvenue. Bienvenue à cette quatrième soirée, quatrième conférence du colloque Wright pour la science, dont c'est la 20e édition cette année. On tend gentiment vers la fin de ce colloque, mais il semble que l'intérêt de votre part ne faiblit pas et c'est évidemment un grand plaisir de le constater pour l'équipe de la Fondation Wright qui organise ce colloque tous les 2 ans. Bienvenue aux dizaines ou centaines de personnes qui nous suivent en ligne sur Internet. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis journaliste scientifique et c'est moi qui ai le plaisir chaque soir de cette semaine de modérer ces discussions, ces conférences avec vous et pour vous ce soir. Comme à chaque édition, nous avons le privilège, vous le savez, d'accueillir ici à l'Université de Genève des scientifiques de renom du monde entier. Cette année, ce soir non plus, ne fait pas exception, comme vous avez aussi pu le constater ces derniers soirs avec ces conférenciers qui nous font découvrir les 1001 facettes, parfois insoupçonnées, des géosciences. Je pense notamment à la conférence de lundi soir sur l'absorption du CO2 dans les roches. Le fil rouge de cette année, vous le savez, c'est les 5 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air et la vie. Et pour reprendre les mots de Thierry Courvoisier, le président de la Fondation Wright, c'est un clin d'œil à la très longue tradition de la démarche scientifique, illustrée par la recherche des constituants premiers, une manière aussi de constater qu'observer la nature est la façon la plus fructueuse que l'humanité ait trouvée pour répondre aux questions que notre environnement nous suggère. Et ce soir, vous verrez à quel point justement cette idée d'observer la nature, en l'occurrence les océans et la couche d'air qui est juste en dessus de la surface, prend tout son sens et surtout apporte des éclairages dans des domaines étonnants de la vie quotidienne, en l'occurrence la crise du Covid-19 qu'on vient de traverser. Alors, comme vous le savez, cette soirée se déroule en 2 parties. D'abord la conférence, ensuite une partie de questions-réponses auxquelles vous êtes cordialement invités à participer, à poser vos questions, que ce soit en français ou en anglais, que ce soit ici dans la salle ou sur Internet, où il y a un petit espace dédié pour ceux qui nous suivent en ligne pour poser vos questions et elles seront relayées directement ici dans la salle aux conférenciers. Alors, après la Terre, lundi, le feu mardi, l'eau hier, poursuivons notre voyage géoscientifique dans les airs, et plus particulièrement avec les particules qui les composent, les aérosols. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir avec nous Kim Prather, qui est professeur de chimie de l'atmosphère à la Scripps Institution of Oceanography à l'Université de Californie de San Diego. Et pour la présenter plus en détail, ainsi que ses recherches, j'invite maintenant sur scène Jean-Pierre Wolf, qui est professeur de physique à l'Université de Genève et membre du comité scientifique de la Fondation Wright. Jean-Pierre, à vous. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour moi, c'est un grand privilège et un grand honneur, mais aussi un grand plaisir de vous présenter ce soir le professeur Kimberly Prather. Kim est titulaire de la chaire de chimie atmosphérique. Elle est professeure aussi à la Scripps Institution for Oceanography de l'Université de Californie à San Diego. Et je connais Kim depuis un certain temps et je sais que pendant son adolescence, elle n'était pas particulièrement attirée par les sciences, jusqu'à ses premiers cours auxquels elle assista lors de ses études à l'Université de Californie à Davis, et où elle attrapa le virus de la chimie. On verra par la suite que c'est d'ailleurs pas le seul virus qui déterminera sa carrière. Au cours de sa carrière, Kim a publié environ 250 articles sur une variété de sujets liés aux impacts des aérosols sur l'environnement, mais aussi sur la santé. L'un de ses principaux axes de recherche a consisté à mettre au point des instruments permettant de mieux comprendre les sources des aérosols atmosphériques, leur chimie, leur impact sur le climat, et en mettant l'accent sur leur rôle dans la modification des nuages. Elle a inventé des spectromètres de masse transportables. On a déjà entendu parler de spectromètres de masse lundi dans un autre cadre. Ceux-ci étaient transportables, ce qui a permis de les faire voler dans des avions. Les voilà. De les faire voler dans des avions de telle manière qu'on puisse comprendre comment les nuages se forment autour d'aérosols et en particulier d'aérosols biologiques. En 2009, elle fonde et devient directrice du centre de la NSF
pour les impacts des aérosols sur la chimie de l'environnement. En anglais, ça s'appelle CAIS. Et comme vous allez l'entendre ce soir, le CAIS a transféré toute la complexité du système océan-atmosphère dans le laboratoire, dans un énorme canal de 33 mètres de long, pour étudier comment le phytoplancton, les bactéries, les virus dans l'océan influencent la chimie atmosphérique, les nuages et le climat. Kim montra par exemple que des microbes venus du Sahara et transportés sur des milliers de kilomètres peuvent augmenter significativement la quantité de neige qui tombe en Californie. Du coup, elle a été très surprise quand, en 2020, elle entendit pour la première fois qu'il suffisait aux individus de rester à 1,50 m l'un de l'autre pour se protéger du Covid-19. Je vous l'avais dit que j'allais vous reparler des virus. Donc, pendant la pandémie du Covid-19, Kim a été active dans la communication scientifique liée à la transmission par voie aérienne du SARS-CoV-2. Elle a donné des centaines d'entrevues aux médias et a été un chef de file international dans la défense des changements de politique adoptés pour se protéger contre la propagation de ce virus aérien et aider à mettre fin à la pandémie mondiale du Covid-19. C'est notamment elle qui a convaincu le docteur Tony Fauci aux États-Unis que les virus aériens peuvent se déplacer beaucoup plus loin qu'1,50 m. D'ailleurs, sa publication dans la revue Science à ce sujet en 2020 est aujourd'hui la plus téléchargée de l'histoire de la revue Science. Parmi les récompenses qu'elle a reçues pour son travail, elle a été élue membre de 4 académies prestigieuses, l'American Philosophical Society, l'American Academy of Arts and Science, la National Academy of Engineering et la National Academy of Science. Elle a aussi reçu un nombre impressionnant d'autres récompenses, dont la lecture nous amènerait au petit déjeuner de demain matin. Kim s'est aussi très fortement impliquée dans la communication de la science envers les jeunes, avec des activités organisées dans son laboratoire, des conférences dans les classes d'école, des articles dans des journaux de vulgarisation scientifique, etc. sont des activités que nous saluons et apprécions particulièrement à la Fondation Dudley Wright. Enfin, en ce qui me concerne, je connaissais bien sûr Kim au travers de ses publications depuis de très nombreuses années, notamment depuis ses célèbres papiers avec le prix Nobel Paul Crutzen sur le rôle des aérosols stratosphériques dans le trou d'ozone, mais je ne lui ai rendu visite pour la première fois à San Diego qu'il y a une dizaine d'années environ, suite à nos mesures d'émissions d'aérosols organiques sur l'océan dans le cadre de notre projet Deepwater Planète Solar de l'Université de Genève, dont vous vous souviendrez peut-être. Et avec ceci, je vais terminer. C'est un grand plaisir d'appeler Kim, et que je vous demande d'applaudir et lui laisser le floor. The floor is yours. Good evening. Bonjour. Je suis ravie et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Je souhaite remercier la Fondation Wright et Jean-Pierre de m'avoir invité ce soir pour vous en parler davantage de la recherche que nous faisons. J'ai réfléchi toute la semaine à ce que j'allais vous dire. Je vais essayer de résumer les choses aussi bien que possible. Donc, voilà, vous voyez ici la façon dont je vois, ou la façon dont les aérosols sont transmis dans le monde, d'après moi. Et je souhaite commencer par vous expliquer la motivation derrière ce que nous faisons. Comme nous le savons tous, notre planète se réchauffe très rapidement. En fait, les choses changent beaucoup plus vite que ce que quiconque aurait pu prévoir. Donc, les 10 années les plus chaudes ont eu lieu depuis 2010. Donc, 2021. Donc là, vous regardez, en fait, ce sont les années depuis 1880. Et tout a changé au cours des dernières 10 à 20 dernières années. Donc, pourquoi est-ce que notre climat change si rapidement? En fait, ce sont les gens. Donc, on est passé d'1 milliard de personnes en 1800 à 8 milliards.
Alors, j'ai fait mes recherches aujourd'hui et c'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, il y a 7,9999 milliards de personnes sur Terre. Donc, si on pense à où les gens doivent habiter, eh bien, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de nourriture. Et plus il y a de monde sur Terre, plus il y a de pollution. Et où est-ce que cette pollution s'en va? Où est-ce qu'elle va, tout simplement? C'est la question. Et je pense qu'il y a eu une certaine confusion. Moi, je représente la partie air des 5 éléments. Mais les gens pensent que l'air, puisqu'il est invisible, enfin la plus grande partie est invisible, on peut voir de la fumée, mais bon, si on regarde dans cette salle, par exemple, on ne voit rien. Mais il y a beaucoup de pollution dans cette pièce. Donc, maintenant, réfléchissons à l'atmosphère. Je demande aux enfants à la crèche, si on lâche de la pollution dans l'air, est-ce que la pollution s'en va dans l'espace? Et les petits-enfants me répondent non, non, ils savent très bien que la pollution peut rester près du sol. Donc ça, c'est une image d'une station spatiale internationale. Ce n'est pas un dessin animé, c'est vrai. Et en fait, il y a donc une petite pellicule qui s'appelle la troposphère, près de là où on vit. Et il y a une limite au-dessus comme un capuchon. Et lorsqu'on libère de la pollution, eh bien, la pollution est bloquée et ne peut pas s'échapper dans l'espace. Donc, elle peut s'accumuler au fil du temps. Mais l'un des aspects les plus importants par rapport à la confusion du public, c'est que lorsqu'on pense à la pollution de l'air, on sait que lorsque l'on met des restrictions sur nos règlements, sur nos émissions, eh bien, on se rend compte que l'air peut se nettoyer en quelques jours. Donc, je pense qu'il peut y avoir une source de confusion auprès du public, à savoir qu'on peut faire la même chose pour le changement climatique. Mais c'est là où la chimie rentre en jeu. Le CO2, le méthane, tous les gaz à effet de serre, ils ne disparaissent pas en quelques jours lorsqu'on cesse de les émettre. Ils s'accumulent. Ils ne réagissent pas. Ils s'accumulent dans l'atmosphère et certains d'entre eux pour des milliers d'années. Donc, si on cesse d'émettre, eh bien, ces polluants restent dans l'atmosphère. Et donc, ils se sont accumulés au fil des ans. Et même si on arrête d'émettre aujourd'hui, ils vont quand même augmenter. Et donc, moi, je passe beaucoup de temps à communiquer les questions de science et c'est là l'une des plus grandes sources de confusion. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Alors moi, je ne me concentre pas forcément sur les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, on sait combien on en émet, on sait à quel point ils affectent notre planète. Les aérosols, en revanche, on n'en sait pas autant. Donc, j'étudie les aérosols et donc la poussière et les embruns marins sont les sources les plus importantes, mais il y a également la fumée, la pollution atmosphérique, les volcans. Il s'agit d'autres sources et ils vont de quelques nanomètres à des microns. Et ils peuvent exister dans l'atmosphère pendant plusieurs semaines. Mais moi, j'adore les aérosols, je les apprécie. On peut émettre des aérosols d'un côté de la Terre et cela leur prendra 2 semaines pour faire le tour de la Terre. Donc, l'atmosphère n'a pas de mur, n'a pas de paroi. On partage notre air avec tout le monde. Notre air nous vient d'Afrique, d'Asie, des États-Unis. On exporte notre pollution en Europe. On fait tous partie du même bateau. En fait, il s'agit réellement d'un problème mondial. Donc, revenons un petit peu, prenons un peu de distance et essayons de voir comment tout cela fonctionne. On va commencer par les gaz à effet de serre. Donc, le Soleil, qui émet des rayons ultraviolets, une lumière visible, arrive sur la Terre, est absorbé et est réémis en tant qu'infrarouge ou que chaleur. Et cette semaine, on a parlé donc d'une couverture des gaz, le CO2, qui peuvent absorber et piéger cette chaleur. Donc, plus on ajoute de CO2 dans l'atmosphère, plus on ajoute de méthane dans l'atmosphère. En fait, il faut voir ça comme une couverture thermale. Donc, plus on ajoute de ces gaz, plus la couverture s'épaissit. Mais bon, il y a un bon côté, c'est que cela permet à notre planète d'être habitable.
Donc, il y avait 280 ppm et maintenant 420 ppm depuis la révolution industrielle. Donc, qu'en est-il des aérosols? Les aérosols ont des avantages. Ils peuvent faire deux choses différentes. Interagir avec le soleil, ça, on appelle ça l'effet direct. Ils peuvent également bloquer la lumière et l'empêcher de rentrer, et cela peut entraîner un refroidissement. Donc, ils compensent, si vous voulez, le réchauffement par les gaz à effet de serre. Le sulfate est également un bon réflecteur. Et donc, ça permet de ralentir l'effet de gaz à effet de serre. Mais la suie, par exemple, c'est quelque chose qui est noir. La fumée peut également absorber la chaleur. Donc, ce qui est difficile avec les aérosols, c'est que selon leur composition, ils ont différents effets sur la planète. Donc, les effets l'effet pour lequel on est le moins sûr, c'est donc l'impact sur le réchauffement de la planète. Et certaines personnes disent que la planète va vraiment être réchauffée, d'autres sont peut-être moins définies. Et en fait, c'est l'effet de l'aérosol sur les nuages. Au centre de chaque nuage, il y a un aérosol. Mais pas tous les aérosols ne créent des nuages. On n'aurait pas de nuages sur cette planète s'il n'y avait pas d'aérosols. Et une grande partie de ma recherche depuis 30 ans se concentre sur le fait de définir ce qui permet d'ensemencer les nuages et comment est-ce que cela change les propriétés des nuages. Il y a certains nuages qui sont foncés, des nuages qui sont blancs, clairs. Ce sont des amis, ils permettent de refléter les choses. Les nuages plus foncés ne sont pas bons pour cela. Et ce qui détermine ces propriétés des nuages, combien de temps ils restent, etc. Tout cela revient aux aérosols. Les aérosols jouent un rôle essentiel dans notre système climatique mondialement et localement du point de vue des précipitations. Et c'est cela l'effet indirect. Donc, il y a beaucoup de rapports. Le GIEC, par exemple, avec son 6e rapport qui vient de sortir. Ça, c'est un rapport un peu plus ancien, mais qui ne change pas grand-chose. Ici, à gauche, vous avez les gaz à effet de serre. Il y a une ligne à zéro. Donc, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est au-dessus, plutôt, c'est du réchauffement. Et donc, on voit ici tous les gaz principaux du réchauffement, les gaz à effet de serre. Et puis, il y a le bleu. Ce sont les aérosols. Ce sont les effets directs et indirects qui permettent de refroidir. C'est en tout cas l'effet net. Ce que j'aimerais ressortir de cela, c'est la taille de la barre jaune qui est celle de l'incertitude par rapport aux nuages. Et vous voyez qu'elle est énorme. Et vous pouvez la comparer à celle de tout à droite, qui est celle des composants créés par l'être humain. Et elles sont presque de la même taille. Cela veut dire que, et c'est ce que nous devons comprendre, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre à quel point et à quelle vitesse on doit changer les choses pour avoir une chance de s'en sortir. Et voilà, c'est vraiment ce qui a motivé mes recherches pendant toute ma carrière. Il y a une chose qu'on sait. On a entendu beaucoup parler des points de basculement. Il y a certaines choses qui changent très rapidement. La température. Souvent, les personnes pensent que petit à petit, le CO2 augmente et la température augmente. Petit à petit, il va faire un petit peu plus chaud tous les jours. Et puis, tout d'un coup, on arrivera à changer les choses et refroidir la planète. C'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner. Il y aura des points de basculement. C'est-à-dire qu'à certains moments, on va dépasser des limites et on va faire fondre des glaciers, par exemple. Que va-t-il se passer? Et cela va avoir des effets terribles sur le climat, avec ces événements climatiques extrêmes, avec des inondations dans certaines régions, des sécheresses dans d'autres régions. Et donc, on va avoir plusieurs modèles différents, une distribution. Et ceci est lié à ce qu'on a entendu hier avec les modèles de circulation dans les océans. Il y a également des modèles de circulation dans l'atmosphère qui changent les endroits où se retrouvent les aérosols, les nuages et les précipitations. Et c'est ce que nous essayons d'étudier depuis un certain temps. Donc, on connaît cette science. On sait que la Terre n'est pas heureuse pour le moment. Et elle essaye, les microbes essayent également de garder les choses dans une
une certaine portée stable. Et pour le moment, la Terre perd son combat. On a vu, par exemple, en Californie, beaucoup d'ouragans, d'incendies de forêt. Nous, on a vu des inondations, des sécheresses. Et on me pose souvent des questions en me disant, voilà, quel était le dernier ouragan? Qu'est-ce que tu en penses? Est-il lié au changement climatique? On ne peut pas attribuer un seul événement climatique au réchauffement climatique. Mais quand on voit une tendance telle que celle-ci, on voit par exemple ici les coûts des désastres climatiques, on voit que la tendance ne fait qu'augmenter. Et là, c'était des études que j'avais déjà effectuées par le passé, qui ont été mises à jour, et on peut voir où on en était par le passé. J'ai ajouté quelques années, et on voit qu'on est encore plus haut. Donc c'est vraiment une tendance qui ne fait qu'augmenter, empirer. Donc d'un point de vue coût, et je pense que les personnes se posent toujours la question de savoir quels seront les investissements nécessaires pour ralentir le réchauffement climatique. Et bien finalement, si on réfléchit de cette manière, les coûts des désastres climatiques seront de plus en plus élevés également. Alors, j'ai créé un instrument qui remplissait un laboratoire entier, mais ça n'allait... Je voulais tout mesurer dans un laboratoire, ça n'allait pas fonctionner. Et à la place, on a mis en place ce système et on a appris plein de choses finalement. C'est une nouvelle façon d'étudier les choses. On a pu directement analyser l'air. On a essayé de rendre notre appareil de plus en plus petit et on a fait beaucoup d'études. On a été dans un avion, on a mis en place des laboratoires mobiles un peu partout dans le monde. Et une des choses les plus intéressantes qu'on a pu effectuer, c'est de voler dans des nuages et mesurer directement les aérosols grâce à notre instrument et savoir ce qui avait ensemencé ce nuage et en particulier ce que cela avait comme effet sur les propriétés du nuage, savoir s'il va produire de la pluie, de la neige ou refléter l'énergie. Alors au début, les météorologistes me prenaient pour une folle. Mais ça ne m'a pas ralenti dans mon travail, cela n'a fait que me motiver, je dois vous le dire. Et donc finalement, on avait la microphysique du nuage, la chimie, donc on était là, voilà, là vous pouvez me voir, j'étais là en train de dire aux pilotes où ils devaient se diriger pour aller vraiment au sein des nuages et comprendre de quoi ils étaient composés. On a découvert quelque chose d'incroyable. On pensait, on était en Californie, on était payé par l'État de Californie, et on pensait qu'on mettait trop de pollution dans les nuages, ce qui empêchait les précipitations. Et c'était notre hypothèse. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'il y avait beaucoup de neige, en fait, les aérosols venaient d'Afrique. Ils avaient traversé le Pacifique. Donc, ça allait complètement à l'encontre de la façon dont on pensait le déplacement des bactéries et de la poussière. Donc, finalement, ces aérosols avaient parcouru plus de 2000 km. C'est de la folie. Et c'est pour ça que quand on me parle des 2 mètres de sécurité pour le Covid, je rigole. Quoi qu'il en soit, c'était énorme comme découverte. On s'est rendu compte que la Terre avait trouvé une manière incroyable d'ensemencer les nuages et de les rendre plus efficaces pour produire de la neige et de l'eau. Et la neige, c'est vraiment quelque chose de clé dans nos ingrédients. Mais à l'époque, c'était vraiment une découverte incroyable. Et donc, on s'est posé une question. Il y avait cette poussière qui permet d'avoir de la glace. Il y avait les microbes également. Et voilà, on a eu cette grande découverte. Les nuages sont composés de vie, de microbes, de bactéries. Mais d'où viennent-elles ces bactéries? Et donc, on a des bactéries qui peuvent vivre à des températures basses, qui créent des températures de moins 1 degré. Donc, on peut avoir pour avoir des précipitations, il faut quelque chose qui crée de la glace. Et en fait, c'est les bactéries qui sont l'ingrédient magique qui permet de transformer l'eau en glace. On en sait beaucoup quant aux microbes qui se trouvent dans les sols et dans la poussière, c'est facile. On prend des échantillons de l'air et on analyse cela, mais on ne sait quasi rien des microbes qui viennent de l'océan. Et pourtant, l'océan représente 71% de notre planète. Donc à l'époque, on a demandé à la Fondation de sciences, et je faisais des études dans ce domaine-là depuis des années, et je me suis dit, c'est beaucoup trop difficile à évaluer dans le monde réel. Rappelez-vous cette vidéo de circulation des aérosols. Il n'y a aucun endroit où vous pouviez aller aujourd'hui pour étudier exactement l'effet de la pollution. La pollution humaine est partout dans le monde. Donc comment vraiment comprendre ce que fait simplement l'océan sans l'impact humain? Eh bien, on s'est dit, voilà, on va mettre en place un centre
Et on a dit, on va prendre l'atmosphère, l'océan, la biologie, la physique, et on va déplacer tout ça au sein d'un laboratoire. Et on va simuler tous les processus tels qu'ils arrivent dans le monde réel, ce qui n'avait jamais été réalisé par le passé. Les personnes ont pensé qu'on était fous, à nouveau. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Et donc, on faisait toujours des études de terrain pendant des semaines, on mesurait, on prenait des échantillons et on essayait de trouver les hypothèses, mais on n'était jamais certain à 100% qu'on avait vraiment compris ce qui se déroulait. Par contre, dans cette situation, si on pouvait vraiment réaliser cela, eh bien, on serait plus sûr de nous et on pourrait induire un changement et mesurer directement la réponse. Et c'est ce dont je vais vous parler durant cette présentation, c'est-à-dire de savoir comment on a été capable d'induire un changement et mesurer sa réponse. Et je peux vous le dire, la réponse est claire. Ça marche, tout d'abord, sinon je ne serais pas là devant vous, tout simplement. Mais c'est bien plus facile, finalement. Alors, c'est difficile, mais c'est beaucoup plus facile que le travail de terrain où on ne sait pas du tout quels sont les paramètres. Il y a trop de variables, il y a des éléments qui peuvent changer en même temps et c'est très difficile d'obtenir des certitudes. Et donc, on a mis en place ce centre. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient impliquées, des centaines de personnes d'ailleurs. Et cela fait 12 ans que je suis directrice de ce centre de recherche. Donc, vraiment, quel était le défi? L'objectif, c'était de créer des aérosols marins, faire ce qui se fait dans l'océan. Alors, on pensait toujours que c'était uniquement du chlorure de sodium, mais il y a également de la biologie là-dedans, et on arrivera à cela. Donc, on essayait de comprendre vraiment la chimie. Donc, c'est-à-dire, il y a une particule qui réagit avec des gaz. Et on savait qu'on pouvait représenter ce qu'il se faisait, par exemple, avec le trou dans la stratosphère. Alors, mais c'est très facile. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est très propre. La stratosphère est très propre, donc c'est très difficile d'effectuer ces études. C'est presque comme dans un laboratoire. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un mélange extrêmement complexe de sels, de matière organique. Et donc, on essayait vraiment de comprendre le système réellement dans le laboratoire. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'instrument qui a permis de lancer ma carrière. C'est un spectromètre de masse de particules individuelles qui permet d'analyser chaque particule individuellement. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais si on regarde à gauche, eh bien, les particules de l'atmosphère, si on les prend sur un filtre pendant une semaine ou deux, eh bien, toutes les particules ressemblent. Les gens pensaient qu'elles se ressemblaient toutes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé chacune de ces particules, on les a comptées, et on peut savoir d'où elles viennent, comprendre les réactions qui se déroulent au sein de ces particules, et on a pu vraiment effectuer ce type d'avancée grâce à cet outil. Donc on avait ce concept du climat, de l'océan, on sait que l'océan a un rôle très important à jouer, et on a dû réfléchir aux différentes étapes qu'on devait mener pour bien comprendre les effets tant directs qu'indirects. Quelles sont les étapes si importantes et avoir cette rétroaction, c'est-à-dire que l'atmosphère et l'océan sont toujours en échange. Et comment vraiment être capable de représenter cela? Alors il faut prendre quelque chose en compte. C'est que la partie la plus difficile, c'était la biologie. Je ne suis pas biologiste, j'apprécie la biologie, mais la biologie, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et ici, on parle du phytoplancton, tel que je vous l'ai dit dans mon introduction. Et donc, c'est à nouveau un thermostat de la planète. La mère nature a vraiment cette force. Les océans, grâce à leur biologie, peuvent maintenir les niveaux de température. Cela fait partie d'une hypothèse qui a été présentée il y a des décennies déjà. Et on s'est toujours dit que si la chaleur augmente trop rapidement, eh bien, il va y avoir des changements dans les aérosols et dans les microbes, et cela va changer la composition des nuages et donc refroidir la planète. C'était l'hypothèse qu'on a toujours eue. Elle a été soutenue, elle a été démystifiée, mais maintenant elle est très controversée. Moi, je pense vraiment qu'il faut en tout cas parler de ces rétroactions entre ces deux systèmes, quoi qu'il en soit. Donc,
Cette photo, ce sont des phytoplanctons depuis l'espace. Vous pouvez voir que l'océan est très variable et on voulait reproduire ceci dans un laboratoire. Comment faire? On ne peut pas simplement prendre du sel comme tout le monde le faisait depuis toujours. Les chimistes, c'est ce qu'ils faisaient. On a dû réfléchir à l'eau de mer. Dans une goutte d'eau de mer, il y a des virus, des microbes, des bactéries, du phytoplancton, des millions d'entre eux. Et tout ceci se retrouve dans une très fine couche au-dessus de l'océan, la surface de l'océan. Donc il faut comprendre ce qui va dans l'air, dans l'atmosphère. Et finalement, il y a des milliers de façons de mal le faire. Et il n'y a qu'une seule manière de réellement reproduire ce qu'il se passe. Eh bien, il faut reproduire les bulles d'une vague qui déferle. Alors, je suis devenue une experte en bulles. Et j'ai discuté avec les océanologues et vraiment, j'ai vraiment compris qu'il fallait bien réaliser les bulles. Et en fait, ce qui m'a choqué le plus, c'est de voir à quel point il y a des gaz qui ressortent de l'océan en permanence. C'est une forêt sous l'eau, mais qui est très réactive. Et souvent, on sous-estimait la source de gaz que représentait l'océan, qui joue un rôle énorme dans notre atmosphère et dans les gaz sur notre planète. Donc, on a essayé de réfléchir à comment les choses se passent. On a le phytoplancton qui viennent avec les nutriments qui arrivent dans l'océan. Et donc, en travaillant avec des microbiologistes, et c'est là qu'il faut vraiment avoir cette expertise transdisciplinaire. Et j'ai travaillé avec un microbiologiste, c'est un travail qui était essentiel vraiment. Et il m'a dit, voilà, tout le monde se concentre sur le phytoplancton. Mais le phytoplancton, ce n'est que de la nourriture pour les bactéries. C'est les bactéries qui font tout. Donc c'est vraiment lui qui a compris ce cycle microbien. Donc finalement, il y a une augmentation du phytoplancton, puis des bactéries, puis des virus. Et c'est un système très complexe qu'on ne pourra jamais répliquer nous-mêmes. Et donc, je les ai appelés nos petits microbes. Ce sont eux qui créent les molécules pour nous. Et on respecte vraiment ces microbes. Ils ont un rôle important. Alors, quels sont les faits? Donc, c'est ce que j'appelle ce cycle microbien qui nous donne, exposant 15 molécules organiques. Bon, je vous parle ici des bulles, j'y reviendrai. Il y a des gaz également qui en ressortent. Mais donc voilà, on a enfin notre matériel de base. On peut enfin, en tant que chimiste, étudier les réactions. Et il nous a fallu 7 ans pour en arriver là. Donc maintenant, on a commencé à étudier les réactions et on voit comment ces réactions changent la réactivité des gaz et des particules et comment cela change les nuages finalement. Donc, pour en revenir à notre système modelé, vous pouvez voir à droite le modèle des sprays marins et de ces particules. Et on voit les petites gouttes avec du sel à l'intérieur et qui ont une petite queue qui en ressort. C'est quelque chose qui se fait à la surface de l'océan. Et la prédiction, c'est que cela, grâce à ce modèle, voilà, c'est pas du tout à cela que cela ressemble en fait. Quand on a vraiment une réponse tout à fait différente quand on met en place notre modèle. Et donc cela change complètement la façon de voir les choses qui ressortent de l'océan. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. J'adore ces microbes. Je suis une personne qui étudie les aérosols, mais maintenant j'adore les phases gazeuses. On a des instruments qui étudient ces sujets. Et ces microbes, pour nous, ce sont des microbes qui libèrent en permanence des gaz. Et pour nous, c'est une forme de communication. Ils nous disent s'ils sont stressés, s'ils ont faim, s'ils sont sous attaque, sous pression, sous stress. Donc, ce sont les indicateurs de beaucoup de choses, même de si l'océan est sain ou pas. Et donc, ces microbes peuvent vraiment être le canari dans une mine de charbon et nous dire comment l'écosystème fonctionne. Alors, revenons aux bulles. Quelque chose que j'ai appris très rapidement. À droite, vous pouvez voir qu'il y a, à gauche, pardon, vous pouvez voir qu'il y a des bulles. Et il y a des ordres de grandeur très différents sur ce graphique. Et ceci vient de toutes les vagues déferlantes.
C'est décrit mathématiquement. Il y a même une échelle pour cela qui a été décrite. Donc, c'est ce qu'on a dû reproduire dans un laboratoire, vous vous rendez compte. Donc, on y travaille. Donc, cela vous montre simplement des bulles. Et on a un micro qui enregistre les bulles créées par cette vague déferlante. Et chaque fois qu'on réalise cette expérience, on obtient la même distribution. Et ceci en utilisant de réelles vagues déferlantes. Et ensuite, il va falloir que je vous explique comment on a fait, parce que tout le monde ne peut pas le faire dans son jardin, vous comprendrez bien. Mais ce que cela vous montre, c'est qu'à gauche, vous avez les bulles et à droite, vous avez les aérosols sur ce graphique. Et vous avez en rouge des indicateurs qui sont beaucoup plus petits, qui n'ont pas une grande distribution. Et en fait, les aérosols, si on ne produit pas toutes les tailles de bulles, on a uniquement ce pic rouge qui ne ressemble à rien par rapport à la réalité. Mais lorsqu'on a la bonne taille de bulle, eh bien, on a finalement les bons aérosols. Et ceci, c'était vraiment une grande réalisation pour nous d'être capable de le répéter et de le faire en laboratoire. Alors maintenant, observons ce qui se passe de près. Pourquoi les bulles sont si importantes? On a deux mécanismes de production d'aérosols marins. À gauche, on a des gouttes qui produisent un film qui finalement éclate et produit des petites particules, des aérosols. Et à droite, vous avez une bulle qui explose et jaillit. Et c'est produit à différents endroits de l'eau, et cela veut dire que, mais ça n'avait jamais été prouvé, cela veut dire qu'il y a une composition différente, en théorie, entre ces deux processus. C'est pourquoi observer les particules et la chimie, c'est si important, c'est ce qui crée les nuages, finalement. Et donc, ce sont des particules très différentes, on pensait en tout cas, qui ressortaient de ce type de bulles. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on a appris au début, c'est que finalement, il y a des compositions très différentes entre les gouttes jaillissantes et les gouttes en film. Et donc ça, c'est un peu un résumé de ceci. Donc vous avez l'une qui ressemble lorsque vous mettez de l'huile dans de l'eau, et tandis que les bulles jaillissantes vont beaucoup plus profond et prennent d'autres particules. Donc ceci change tout. C'est un processus tout à fait différent et qu'il faut pouvoir répéter adéquatement afin d'avoir la bonne composition de particules, puisque c'est ce qui règle tout dans l'atmosphère, sa réactivité, sa capacité à ensemencer des nuages et également à produire des cristaux. Donc c'est ce qu'on a fait. On a essayé vraiment de répéter la complexité complète. C'était les premières 5 années. On a appris beaucoup de choses. On a montré qu'on pouvait le faire. Voilà comment on l'a fait grâce à ce canal à vagues, et on a été capable de réaliser un aérosol qui était vraiment comme dans la vie réelle. Et puis nous sommes allés plus loin. On s'est rendu compte qu'il fallait créer des réservoirs avec des espèces de cascades qui nous ont donné des aérosols, pas beaucoup, mais cela nous a permis de faire nos recherches à plus petite échelle. Alors voilà, ici, vous voyez à quoi ça ressemble, cette grande expérience. Donc on attache tous ces instruments et tout le monde apparaît, tout le monde vient de partout. Et puis, on fait les échantillonnages d'embrun, tous ensemble. On a de la vraie eau de mer. Je crois que 3600 gallons. Et on a pris les mesures. Donc, vous verrez ici à droite, donc la fluorescence, les signes de vie. Et donc, on peut voir donc qu'il y a une poussée de phytoplancton qui progresse. Et puis, l'une des premières choses qu'on a montré, c'est qu'on obtient une gamme très importante de particules chimiques. On a montré que la composition est très différente, 6 classes différentes de particules, certaines purement sel, d'autres purement organiques, et puis quelques-unes au milieu. Mais on peut également examiner la taille, et on remarque qu'il y a une grande dépendance par rapport à la taille. Donc les plus petites tailles sont plus organiques, et les plus grandes tailles, ce sont pour la plupart du sel. Et cela a de grandes implications, car ces différentes tailles participent à différents processus dans l'atmosphère. Et l'autre grande surprise,
On a mis tous ces efforts et donc on s'est dit qu'on allait vraiment faire tout ce qu'on pouvait. Et lorsque la composition est exacte, donc c'est-à-dire quand il y a le profil de profondeur général, donc on voit ce à quoi ressemble une particule avant la réaction, et puis après la réaction, c'était une énorme surprise. Tous les ions ont été mélangés de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. Et personne n'avait prévu cela. C'est l'une des découvertes qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Et maintenant, les gens essayent de comprendre cela. Mais cela vous explique pourquoi cela nous a pris tellement de travail pour créer donc ces embruns corrects. Donc, on voit des bactéries avec le phage, avec un phage par exemple ici. Et on voit donc ces bactéries intactes dans l'atmosphère. On a regardé s'il y avait quelques formes d'enrichissement, si seulement certaines choses sortaient. Alors, ce que je veux dire, c'est que les bactéries, donc sur le cercle en haut à droite, ce qui est en rouge est plus enrichi dans l'air. Donc, cela peut aller jusqu'à 100 000 bactéries dans l'air par rapport à ce qu'il y a dans l'eau. Donc, certaines s'enrichissent, d'autres pas. Donc, les virus sont en bas de l'image à droite. On travaille actuellement sur les implications sur la santé, la respiration, donc on en a parlé. Qu'est-ce qui se passe lorsque les eaux usées parviennent dans l'océan? Tout cela se transforme en aérosol et cela affecte la santé humaine. Donc on prend des échantillonnages sur l'eau, sur la surface et sur l'air et on obtient des réponses différentes. Et donc, nous pouvons sonder énormément de choses. Nous voyons des choses que personne ne pensait que nous pourrions voir. Et cela grâce à la bonne combinaison d'espèces. Et Nick, demain, parlera de l'origine de la vie. Et lorsque nous avons montré ces structures pour la première fois, vous verrez que certaines ressemblent à de petites cellules. Elles ont presque des membranes. Et donc, il y a eu une hypothèse en 2000, je crois, à savoir qu'il s'agissait peut-être de cellules et que des cellules se formaient lorsque les choses éclataient à la surface de l'océan et que cela pourrait être l'origine de la vie. Donc, où en sommes-nous actuellement? On réfléchit à ajouter, enfin, on vient de faire cela. On est allé un peu plus loin. Au lieu d'avoir uniquement des vagues déferlantes, on a travaillé avec celles-ci pendant un certain temps, on a essayé d'intégrer les vents également. Et donc, pour recréer une situation comme en pleine mer, donc avec une chambre dédiée, on simule la température, on peut puiser du CO2, rendre l'océan acide, voir comment cela change les choses. C'est un système énorme. On peut même créer de la glace de mer dans ce système que l'on vient de concevoir. Et donc maintenant, la nouveauté, c'est qu'on a ajouté le vent. Mais on peut faire tout ce qu'on faisait avant, les réactions par exemple, et on peut également étudier les nuages. Pour vous montrer, donc je vais vous montrer une meilleure image, mais pour avoir une idée de l'échelle, donc le premier instrument me paraissait déjà énorme, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en fait, il est tout petit par rapport au nouvel instrument que nous venons de créer. C'est une réelle bête, ce nouvel instrument. Je vais vous montrer le début d'une vidéo. Vous allez entendre mon collègue océanographe qui était à la tête de ce projet, comment il a fait pour faire fonctionner ce système. SOARS is an instrument that reproduces the biology, the chemistry, and the oceanography of the wind-driven sea. SOARS stands for the Scripps Ocean Atmosphere Research Simulator. It's an instrument funded by the National Science Foundation, supported by UC San Diego. We've always known that the air-sea boundary is important. What we didn't understand was how the combination of biology and chemistry and wind and waves were all working together to create this unique and special place
that impacts weather and climate. How are we going to understand this complex, connected system so that we can predict what future climate's going to look like and what future weather's going to look like? So, I've already said a lot of that. So I'll just show you kind of an exciting result. Je vais vous montrer un résultat que nous venons d'obtenir. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des gens qui étudient ça depuis des dizaines d'années, 80 ans. Et ils essaient de comprendre ce qui contrôle la quantité des embruns. Parfois, il y en a beaucoup, parfois, il y en a peu. Et les modèles vont par 11 ordres de grandeur. Donc, nous pouvions faire des améliorations. C'est un système génial une fois qu'il fonctionne. C'était difficile vraiment à le mettre en place, très difficile, une des choses les plus difficiles que j'ai faites. Mais une fois que ce système marche, il est très stable. Donc, on donne une vitesse du vent. Là, vous voyez le nombre de particules par rapport à la taille. Donc, à différentes vitesses du vent, et puis les choses s'ajoutent. Plus on ajoute de vent, et puis... Bon, je ne veux pas dire que c'était ennuyeux, mais bon, c'est facile à faire, donc voilà. Et puis, voilà ce qui s'est produit. Donc, on a atteint cette vitesse du vent, où tout d'un coup, tout s'est amplifié. Et ça continue à s'amplifier. C'est énorme. Cela explique donc la gamme, la modélisation des ouragans. Donc, cela aura des implications pour les aérosols, les nuages. Cela va changer les modèles climatiques en matière d'embrun. Voilà. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Je vais brièvement parler de la COVID, car je pense que de nombreuses personnes ici se posent la question. Je vais parler un petit peu donc, du travail que j'ai fait au cours des dernières années. Et vous vous demandez peut-être comment se fait-il qu'elle étudie la transmission par l'air d'un virus? Et qu'est-ce que cela a à voir avec l'océan? En fait, cela a beaucoup à voir avec l'océan. Donc, vous voyez ici les bulles, les embruns et toutes les choses qui se trouvent dans l'océan et qui se retrouvent dans l'atmosphère, et on obtient des embruns. C'est la même chose avec vos poumons, c'est la même composition. Donc, il y a des bulles qu'on retrouve, des bulles, des différents types de gouttelettes, et puis les aérosols qui ressortent lorsque vous parlez. Donc, c'est la fréquence des vibrations, en fait. Alors, très rapidement, je suis ici dans la ville haute de l'OMS, donc en 2020. L'OMS mentionne que le virus est transmis par l'air, et puis ensuite il retire ce qu'il a dit, énorme confusion. Et c'est là où les scientifiques en charge des aérosols ont dit non, en fait, il y a probablement des aérosols. Ce tweet que l'on voit ici est toujours d'ailleurs en ligne. Donc, énormément de fausses informations. On n'avait pas le droit de dire que le coronavirus se trouvait dans l'atmosphère, qu'il se transmettait dans l'atmosphère. On ne pouvait pas le dire, mais en fait, les gens disaient également que le virus était dans l'air. Donc, des informations très contradictoires. Donc, c'est encore très compliqué, la transmission de ce message. Quand on va dans les entreprises, par exemple, on voit du gel de désinfection. C'est ce qu'on voit. Mais la motivation pour moi de parler autant de ce sujet me vient de mes amis et collègues, en particulier Mario J. Molina, qui m'a donné l'importance de faire quelque chose qui peut contribuer à aider la société. Donc, c'est lui qui m'a conseillé. Malheureusement, il nous a quittés bien trop tôt, mais je l'entends encore me conseiller. Donc, ça, c'est l'article qui a été mentionné.
Donc, le Covid est transmis par des gens qui ne savent pas qu'ils sont malades. Et on me demande si je pense que le Covid va plus loin que 2 mètres. Alors, quelle est la différence entre les aérosols et les gouttelettes? Les experts disent que les gouttelettes tombent. Mais en fait, il ne s'agit pas de gouttelettes. La plupart des gens ne toussent pas et n'éternuent pas. Il y a beaucoup plus d'aérosols et les aérosols se comportent comme la fumée de cigarette. Ils peuvent se déplacer très facilement dans cette pièce, par exemple. J'ai mon capteur de CO2 avec moi. Et cette salle est très bien ventilée. Sinon, si ce n'était pas le cas, je porterais un masque. Donc, nous sommes partis en mission. Nous sommes passés aux nouvelles. Je suis devenue amie avec le présentateur de CBS. Et on l'a redit à multiples reprises. On a également écrit un article dans la revue Science. Et on a dit qu'il ne s'agit pas uniquement de la COVID. Les virus respiratoires se transmettent par l'air. Donc, si on porte des masques, cela permet de réduire la transmission des virus. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer l'air à l'intérieur. Donc, on filtre notre eau, on cuit nos aliments, mais pour ce qui est de l'air, cela ne nous dérange pas de respirer de l'air sale. Donc, alors, ce qu'il faut faire, c'est filtrer. Filtrer son air, comme on filtre son eau. Cela peut être bon marché, comme ces boîtes que vous voyez ici. Et le virus finit donc à l'intérieur de cette petite boîte dans les salles de classe, et ce sont même des enfants qui les construisent. Elles sont vraiment très faciles à construire et ne coûtent pas cher. J'en ai emmené une à la Maison-Blanche récemment. Je vous l'ai dit, on est vraiment parti en mission. Et c'est très important, je l'ai dit dès le début, la COVID se transmet par l'air, et lorsqu'on le reconnaît, on se rend compte que c'est un problème qui peut être réglé. Donc, il faut vraiment que les choses soient dites. Vous avez ici ce modèle en fromage, si vous voulez, avec les différentes couches qui sont importantes. Et puis, dernière chose, ah oui, donc, il faut également montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, par exemple, mettre des masques en plexiglas, ce genre de choses. Donc, il ne s'agit pas uniquement de ventiler, mais les gens souhaitent réellement comprendre le pourquoi. Donc, ce que j'ai dit, c'est que notre planète atteint de nombreux points de basculement et il faut en parler le plus possible. Et on a besoin d'aide de tous les côtés. Chacun peut faire des choix au quotidien. Et ma partie favorite de mon travail, c'est la communication scientifique et le fait d'enseigner aux enfants qui héritent de ce chaos que l'on leur laisse. Donc là, c'est vraiment ma partie préférée de mon travail. Et voilà, je m'arrêterai ici. Merci beaucoup. Well, thank you very much, Kim. Merci beaucoup, Kim. Vous savez, c'est la richesse de ce colloque de pouvoir discuter non seulement avec un conférencier chaque soir, mais plusieurs. C'est pour ça que j'ai le plaisir d'inviter maintenant sur scène trois autres conférenciers de cette semaine, en l'occurrence Friedhelm von Blankenburg, je le cherche des yeux, il est là, Nick Lane et Steve Sparks. Take a seat. So, I'm sure you have plenty of questions. Je suis certain que vous avez beaucoup de questions. Donc, je m'exprimerai pendant 5 à 10 minutes ici avec vous. We need you. Okay. And actually, you'll be the last, and you understand why. So I'll start with you two gentlemen. Je commencerai par vous deux en vous demandant ce que vous avez appris ce soir et les raisons pour lesquelles ce que vous avez appris est utile ou pourrait être utile pour votre recherche. Steve Sparks est volcanologue. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là mardi, vous étudiez également les aérosols, mais pour une raison différente. Qu'avez-vous appris ce soir? Alors, tout d'abord, j'ai appris beaucoup en écoutant Kim ce soir, en particulier la variété et la complexité de la surface des océans et
la façon dont celle-ci s'intègre dans le vent, les bulles et comment cela fabrique les nuages et à quel point tout le système est interdépendant. Donc, c'est vraiment surprenant à quel point quelque chose de microscopique nous affecte sur l'échelle mondiale. Et cela résonne avec moi par rapport à mon sujet. Dans mon sujet, les bulles sont également très importantes. Et plus particulièrement la distribution par taille des bulles qui détermine la taille des cendres volcaniques et où est-ce que ces cendres aboutissent. En tout cas, j'ai appris beaucoup ce soir. Fridelma. Eh bien, j'ai appris qu'il faudrait que je porte un masque pour vous répondre. Je terminerai par vous, mais par pure coïncidence, la semaine dernière, en préparant ce colloque, j'ai trouvé un article qui est à la frontière de ce que font Kim et Nick. Et le titre de cet article est le suivant. Les blocs fondateurs de la vie se sont peut-être formés dans les embruns. Donc, c'est un article qui est apparu il y a seulement 2 semaines. Que pensez-vous de cet article et du lien entre votre recherche sur les origines de la vie et ce que fait Kim? Ma recherche sur les origines de la vie a lieu au fond de l'océan, dans les cheminées du fond de l'océan. Et donc, vous pourriez penser qu'il n'y a pas de relation entre notre travail, mais mes propres idées sur les origines de la vie ne sont pas partagées par la majorité des gens dans le domaine. Donc peut-être que la vie, en fait, a commencé à la surface de l'océan, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un autre aspect, c'est que ces cheminées émettent des gaz qui sortent sous forme de bulles, et donc il y a une interface entre la surface de l'océan et les cheminées. Et nous avons appris que les bulles comptaient beaucoup. Et je n'ai pas la sophistication de Kim, à savoir pour comprendre la taille des bulles, etc. Mais j'ai appris que la taille de ces bulles compte beaucoup. C'est essentiel pour comprendre ce qu'il se passe. Et il faut que j'embrasse tous ces aspects dans ma recherche que je n'ai pas pris assez au sérieux. Nous nous réjouissons en tout cas de vous entendre demain. J'avais une question pour Kim. Les résultats que vous venez d'obtenir avec ce basculement vers des densités totalement différentes, j'aimerais connaître la cause de ce changement. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui crée cette transition et cette augmentation avec l'augmentation de la vitesse du vent? Alors, ce que nous pensons, pour le moment, en tout cas notre hypothèse, et on est en train de l'éprouver, c'est qu'on arrive à une certaine vitesse de l'air, du vent, où finalement le vent tout d'un coup casse une barrière et arrache la surface de l'eau, et donc ces gouttes viennent toucher la surface et reproduisent plus d'aérosols. Donc il y a toutes ces gouttes plus les bulles qui viennent se former, et c'est quelque chose de très intéressant qui est en cours. Mon équipe y travaille pour le moment. Parce que si c'est vrai, on va avoir de plus en plus de gouttes jaillissantes. Et je vous ai parlé de ces gouttes jaillissantes. C'est un détail ici, mais elles ont une distribution très différente des autres gouttes. Donc maintenant, on vérifie, on étudie cette répartition pour voir si tout d'un coup, on a plus de gouttes jaillissantes avec l'augmentation de la vitesse du vent. Voilà, c'est les études que nous sommes en train de mener. J'ai une autre question pour vous. J'ai vraiment été impressionné par le nombre d'enzymes, de matériaux biologiques, de microbes dans une goutte d'eau de mer. Et que finalement ces gouttes sont souvent transformées en aérosols et transférées sur de très très longues distances. Et vous avez parlé même
Oh, c'est des milliers de kilomètres. Une fois qu'elles sont assez hautes, en assez haute altitude, on se trouve à des milliers de kilomètres. Alors pourquoi n'avons-nous pas plus de biodiversité microbienne? Ça devrait être un seul habitat finalement, non? Alors c'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Vous avez raison. C'est ce qu'on pourrait penser. Mais personne n'y avait pensé avant. Ce n'est qu'à partir du moment où on a montré ce fait, c'est un peu comme quand vous cherchez vos clés et qu'on vous dit regardez là, vous les retrouvez. Eh bien là, finalement, on se pose cette question. Il y a souvent des personnes qui disaient, voilà, dans une recherche ou l'autre, ils disaient comment ce microbe est passé de cet océan-là à cet océan-là. Et on n'arrivait pas vraiment à trouver de réponse. Eh bien finalement, maintenant, on se rend compte que c'est facile de transporter. Et personne n'avait jamais considéré ce fait. On voit le choléra, par exemple, l'hépatite, toutes ces maladies qui sont portées dans l'air, transportées dans l'air. Et j'ai parlé avec une chercheuse qui a découvert le fait que le choléra se retrouvait dans l'eau et j'ai posé la question, est-ce possible que ce soit dans l'air? Parce que sur Wikipédia, on voit que le choléra est uniquement dans l'eau, mais elle m'a dit, bah oui, évidemment, oui. C'est juste que personne n'y avait jamais pensé. Mais alors, pourquoi il n'y a pas une propagation mondiale des maladies infectieuses directement? Alors elles le font. Il y a des maladies animales, on a des exemples de maladies. Par exemple, Charles Darwin avait trouvé sur ses chiens beagle des maladies qui n'avaient aucune raison d'être là. Et il y a autre chose qui était tout à fait étonnant. Il y a beaucoup de radiation à très haute altitude et donc les bactéries devraient mourir. Et finalement, les bactéries et les virus arrivent à s'intégrer dans la poussière pour se protéger. Elles sont donc une protection et elles peuvent aller d'un endroit, par exemple dans le désert sahérien, et se retrouver dans les Caraïbes et être toujours capable d'infecter un hôte. Donc c'est quelque chose qui existe, c'est juste qu'on vient juste de le découvrir et maintenant on doit commencer à le cartographier et à mieux le comprendre. Je voulais poser une question à Kim par rapport à cette rétroaction. Avec le réchauffement climatique, il va y avoir des diminutions dans la vitesse des vents de manière moyenne. Donc, c'est en tout cas ce qu'on comprend. Et donc, ma question, ce serait de savoir, est-ce que cela va avoir des répercussions? S'il y a moins de vent, y aura-t-il moins d'aérosols et donc moins c'est toujours cette question de cet échange entre les vents et le reste. Je pense qu'on lit finalement des recherches différentes. Parce que moi, la dernière étude que j'ai lue m'a dit que la vitesse des vents allait augmenter. Donc, alors je vais vous dire, je pense que en fait on ne le sait pas parce que moi je viens vraiment de lire que la vitesse des vents éoliennes allait augmenter. Mais oui, quoi qu'il en soit, il y a des interactions. Et ces microbes pourraient avoir des impacts énormes sur les ouragans. Pour revenir à la géoingénierie, personne ne sait vraiment pourquoi certains ouragans arrivent. Et si on comprenait mieux, peut-être qu'on pourrait ralentir un ouragan avant qu'il ne touche la Terre en mettant peut-être des microbes ou des bactéries en plein centre. Mais il faudrait mieux comprendre le phénomène. Vous avez parlé de l'hypothèse Gaïa. Et donc, on a découvert très tôt qu'en radiant les bactéries, on pouvait les tuer, mais qu'elles se protégeaient grâce à l'eau. Donc finalement, les bactéries sont très bien protégées, même contre les radiations médicales. Et puis quand on parlait de cette possibilité d'ensemencer les nuages grâce aux microbes, eh bien beaucoup de gens pensaient toujours que cette hypothèse Gaïa était fausse.
Mais je vais me poser une question. Certaines de ces bactéries que vous avez montrées comme rouges, certaines qui sont bleues, qui veulent vraiment rester sous l'eau, vous savez pourquoi certaines bactéries veulent être transportées par l'air et d'autres pas? Alors c'est une bonne question, c'est quelque chose d'assez nouveau. J'avais trop de diapositives, donc j'en ai enlevé une. Il y a des bactéries qui sont des bactéries qui sont très attirées par la phase air-eau. Donc il y a une certaine méthode dans leur façon de fonctionner. Il y a des bactéries qui ont besoin de se disperser par l'atmosphère et elles savent le faire, mais on ne sait pas comment exactement. Mais on est en train d'étudier cette question, mais c'est une bonne question évidemment. J'aimerais poser une autre question par rapport à ce qui vient d'être dit. Quant à cette situation un peu effrayante, avec tous ces virus et ces bactéries qui pourraient voyager autour de la Terre, existe-t-il un point de basculement? Un moment où, avec trop d'augmentation des températures, trop d'aérosols, cette situation deviendrait dangereuse? Je ne sais pas si ce serait le cas, mais en tout cas, les choses changent. Il y a deux réponses qui me viennent à l'esprit. On en a parlé un peu hier. Il y a des modèles de circulation qui sont en train de changer dans les océans. Et il en va de même pour l'atmosphère. Par exemple, les précipitations sont plus aux bons endroits en Californie et ces pluies sont très importantes pour les bactéries. Mais ce qui m'inquiète le plus vraiment en matière de points de basculement, c'est de savoir à quel point les êtres humains changent les microbes qui se trouvent dans les océans. On parle toujours des poissons et on voit disparaître de plus en plus d'espèces visuellement, mais les microbes sont également affectés. Et si on touche toute la chaîne alimentaire, j'ai très peur pour l'océan. Et on peut retrouver finalement une situation où on arrive au point d'écroulement. Parce qu'on pense toujours à l'océan et à l'air, mais voilà, moi je pense toujours à ça. Une autre question, désolé. Donc vous avez tout amené dans le laboratoire, puisque sur le terrain, vous n'arriviez pas à obtenir un espace non pollué. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous ameniez vraiment de l'eau de mer avec ces bactéries, ces virus. Donc comment avez-vous évité d'amener les contaminants qui se trouvaient dans cette eau? Alors ça, c'est une bonne question. Alors quand je disais qu'on essayait de s'éloigner de la pollution, eh bien en fait moi je pensais à l'air, la pollution de l'air. Mais oui, on amène la pollution de l'eau avec nous. En particulier quand on parle de l'eau côtière, c'est impossible de l'éviter. Donc on fait des études qui ne s'appliquent qu'à l'eau côtière finalement. Qu'en est-il de la taille des vagues? On peut avoir des vagues de plus de 10 mètres. Et on doit être à plus ou moins 10 km/h à 100 km/h de vent. Donc on peut arriver jusqu'à des forces qui ressemblent à celles des ouragans. Donc maintenant, on va donner la parole au public pour les questions. Avez-vous une question? Si vous désirez poser une question, on vous amènera le micro et puis nous donnerons la parole aux participants en ligne. Merci beaucoup de cette très belle présentation, professeur Prader. Elle est un peu effrayante. Le fait que vous ayez pu répliquer la complexité de l'océan dans un laboratoire, c'est incroyable. Et j'ai une question en 3 mois, après votre présentation. Sommes-nous foutus? Non. Non. Tant qu'on essaye et tant qu'on n'abandonne pas, on peut s'en sortir. On doit apprendre plus rapidement, mais je n'abandonnerai jamais. On apprend beaucoup de choses très rapidement et cela me donne de l'espoir. Avant, il y avait des grosses lacunes dans nos connaissances, cela m'inquiétait. Mais aujourd'hui, l'apprentissage s'accélère et je vois que beaucoup de gens effectuent ces recherches et beaucoup de personnes travaillent dur. Donc je pense vraiment que oui, on doit se montrer préparé, on doit comprendre les systèmes, on doit comprendre les rétroactions afin de vraiment
savoir ce qui se passe, parce que les changements arrivent très rapidement. Mais non, je ne pense pas que ce soit la fin. Je pense qu'il y a de l'espoir. Howard Moravitz, un biophysicien, a dit que l'optimisme est un impératif moral et c'est de plus en plus important. Il y a une question en ligne? Ça va tout seul. Ah, fantastique. Oui, nous avons une question par rapport à l'ADN. Savoir si vous aviez trouvé des morceaux d'ADN dans les aérosols marins et si vous les aviez séquencés. Et si vous aviez des statistiques au sujet de l'ADN trouvé dans ces aérosols marins. Alors pour le moment, tout ce qu'on a fait, c'est étudier l'ADN et on fait vraiment du séquençage pour essayer de savoir quelles sont les espèces qui se trouvent. On n'a pas fait d'études très approfondies parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on fait des échantillons dans l'air, il y a beaucoup de choses qui sont cassées, donc on n'a pas d'assez longue chaîne pour étudier l'ADN, mais on essaie de plus en plus le comprendre. On n'a qu'une première impression, on essaie de voir plus ou moins ce qui se trouve dans ces gouttes, mais on doit aller plus loin pour essayer de vraiment analyser, séquencer l'ADN. Et maintenant, on commence également à étudier l'ARN. Et on essaye également d'étudier l'ADN libre qui se trouve dans l'air, qui flotte dans l'air. Donc on essaie vraiment de tout évaluer parce qu'on peut en apprendre beaucoup grâce à l'ADN et à l'ARN qui se trouvent dans l'air. Il y a une autre question? Oui, merci de cette très belle présentation. Vous avez montré un arbre phylogénétique avec les bactéries et une augmentation de certaines espèces de bactéries dans l'air par rapport à leur représentation dans la mer. Et je me demande si cette niche écologique de ces bactéries, l'endroit où elles se divisent, où elles se reproduisent, n'est pas plutôt l'air, le ciel que l'océan. Alors oui, c'est une très bonne question. On essaie de le comprendre. Je ne parle pas ici que du ciel. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus de personnes commencent à étudier cela, mais on capture également la pluie et la neige pour essayer de mieux comprendre ce qui se déroule dans l'eau liquide en altitude. Et on sait que ces bactéries sont actives, on sait qu'elles restent actives en altitude. Et je vous ai parlé des enzymes à un moment. Et on a montré que non seulement les enzymes, qui sont un indicateur de l'activité des bactéries, mais non seulement ils deviennent 1000 fois plus actifs dans l'air, ces enzymes, que dans l'eau. Donc finalement, partout où on jette notre regard, parce qu'on sait que voilà, on a un nouvel outil, et tout d'un coup on découvre plein de choses, et maintenant on a plein d'études à mener pour essayer de comprendre les résultats de ces études. Il y a tellement de points à élucider, et maintenant on essaye vraiment de savoir sur quel point se concentrer. C'est très intéressant. Qu'étudions-nous ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier. Et donc, mon attitude est celle-ci. J'essaie de trouver vraiment sur quoi je dois me concentrer, parce qu'il me reste peut-être 10 ans d'études. Mais quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, oui, les bactéries continuent à se développer, en particulier quand on leur donne de l'eau dans les nuages. Et ça, sans aucune question. Maintenant, si la question c'est de savoir s'il y a une raison, on ne sait pas. Alors, nous avons des questions de la salle. Je voulais vous remercier, professeur Prader, de cette présentation très intéressante. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises totalement, puisque je n'étudie pas les sciences de manière générale. Mais ma question peut-être serait celle-ci. En ce qui concerne les aérosols, on a cette image où on voyait que certains d'entre eux réchauffaient la planète et d'autres la refroidissaient. Et donc je me posais cette question. De manière générale, quel serait votre avis quant à quelque chose qui est assez controversé, c'est-à-dire la géogénérie et mettre des aérosols dans l'atmosphère pour refroidir la planète? Est-ce faisable, tout d'abord? Pensez-vous que ce serait positif de le faire? Qu'est-ce que vous en pensez de cette géoingénierie?
Alors, c'est une question dangereuse et très difficile. J'y pense beaucoup. J'y réfléchis énormément. Selon moi, les aérosols, eh bien, c'est souvent ce à quoi les gens pensent quand on parle de géoingénierie. C'est-à-dire ne pas les injecter dans la troposphère où ils vont tout de suite se transformer en pluie et être éjectés. Non, c'est de les mettre dans la stratosphère. Ça, c'est vraiment quelque chose, une solution dont beaucoup, qui est souvent mentionnée. Mais il y a une autre solution dont on parle, ce serait les aérosols marins. Et on pourrait avoir cette solution de créer des aérosols marins pour créer des nuages blancs. Il y a d'autres possibilités, d'autres solutions qui seraient peut-être meilleures. Mais en ce qui concerne la géoingénierie, je pense que nous devons d'abord étudier beaucoup de choses, apprendre beaucoup avant de lancer de tels changements. Et cela me met mal à l'aise. Parce que chaque fois que l'être humain a effectué des changements, il y a toujours eu des conséquences inattendues. Mais, à un moment, on n'aura peut-être plus le choix. Donc on doit essayer de le comprendre, autant que faire se peut, cette situation, entre-temps. Y a-t-il d'autres commentaires de la part des autres orateurs quant à cette question? Alors, ce n'est pas tout à fait lié à cette question, mais c'est lié à ce que vous avez dit au sujet de l'acide nitrique. On voyait qu'il y avait une inversion du contenu, ce qui est attrayant. Est-ce quelque chose qui est lié à l'acide ou à la pollution? Est-ce quelque chose qui se passe également avec les aérosols qui contiennent des virus tels que le coronavirus, par exemple? Est-ce que ça rend ces virus plus contagieux à cause de la pollution? Alors oui, on a appliqué ceci au virus dans nos études, mais il y a une question qui se pose, oui. Lorsque ces virus se retrouvent dans vos fluides respiratoires et qu'ils sont éjectés, eh bien, ça ressemble très fort à ce qu'on a à la surface de l'océan, comme je vous l'ai montré. Il y a des études qui n'étaient pas très bonnes, qui représentaient les fluides respiratoires, mais ce n'était pas effectué correctement. Et quand on le fait correctement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ressemble très fort à ce qui se passe dans les aérosols de mer, c'est-à-dire qu'il y a des calcium et des lipides qui, lorsqu'elles refroidissent, créent un gel, un solide qui enferme le virus et protège le virus contre les radiations, les rayonnements, les acides, et cela permet au virus finalement de se transporter plus loin et de rester contagieux. Et donc, par cette production, il se protège finalement. Donc, on parle ici de l'eau, de calcium. Avez-vous ici un moderne entre l'infectiosité d'un virus et le contenu en calcium? On ne sait pas encore. C'est quelque chose qu'on a vu se dérouler qu'une fois que dans nos aérosols marins, et maintenant on essaye de le modeler numériquement. Il y a différentes phases. Et donc certains vous diront, qu'en est-il du magnésium alors? Non, ça n'arrive qu'avec le calcium. Et il y a du calcium dans vos poumons. Donc on essaye de comprendre ce qu'il se passe. On essaye de comprendre ce phénomène le plus que possible, mais on ne fait que commencer notre recherche. Alors, une autre question? Je me demandais comment vous mesurez ces particules, car on cherche des traces de vie dans l'atmosphère, dans d'autres exoplanètes. Est-ce qu'on peut prendre ces mêmes mesures sur d'autres planètes? S'agissant des microbes, non, plus on s'éloigne, ou plutôt, donc les gens ont pris des échantillons sur la Station spatiale internationale et ils ont trouvé des microbes sur cette station et ils ont essayé de voir si ces microbes venaient d'eux-mêmes ou d'autre part. C'est une très très grande question qui se pose actuellement. On ne vous entend pas. Je me demande s'il y a un instrument qui permet de mesurer cela à distance. Oui, des instruments ont été utilisés. Je connais des gens
qui ont essayé de mesurer des particules de poussière dans d'autres atmosphères. Et je pense que pour ce faire, il y en aurait très peu. Donc il faudrait presque avoir un gant spécial pour les attraper et les piéger et puis ensuite les analyser. On est en train de développer, je n'en ai pas parlé, mais de capter des virus. On peut le faire. On a conçu un instrument qui peut capter des virus et des bactéries en direct. Je souhaiterais vous remercier pour votre présentation. Ma question est de savoir comment vous avez su que les bulles étaient si importantes, les bulles d'eau. Et c'est une excellente question, c'est parce que j'écoute les autres. Les océanographes le savaient, ils ont mesuré ces gouttes dans des vagues déferlantes réelles dans l'océan. Et pour savoir comment ils le savaient, eh bien, ils ont mis un microphone et ils ont écouté la fréquence des bulles qui éclataient. Et cela leur a donné leur taille. Et ces mêmes océanographes utilisent maintenant les bulles pour examiner le taux de fonte des glaciers. Ils mettent un microphone dans la glace et pour la première fois, ils peuvent dire à quelle rapidité la glace fond. Les bulles, elles sont partout, même dans les volcans. Elles sont extrêmement importantes, mais les océanographes sont au courant de ces bulles depuis longtemps. Ce sont nous, les chimistes de l'atmosphère, qui étaient un peu lents. Alors, je souhaiterais conclure cette discussion en parlant d'un autre sujet, peut-être. Ma collègue Sarah, qui travaille dans les médias, a écrit un beau portrait de vous. Et elle dit que vous êtes une lanceuse d'alerte sur le rôle des aérosols. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir ce rôle de lanceur d'alerte? Vous êtes parvenu à cette idée sur la COVID au début de la pandémie. Comment cela vous fait d'être une lanceuse d'alerte? Vous sentez-vous révolutionnaire ou un peu controversée? Pour être tout à fait honnête, je suis épuisée. Je suis épuisée. Ce voyage est vraiment tombé du ciel. C'était vraiment épuisant, car des vies étaient en jeu. Et j'ai dû me battre contre l'OMS. J'ai dû me battre contre le CDC. Et tout cela était réellement épuisant. J'ai reçu des menaces de mort. C'est un sujet très controversé aux États-Unis. Et donc, tout cela a été réellement épuisant. Moi, je ne pouvais pas m'arrêter non plus, car parfois, j'avais envie d'arrêter, car il y a des gens mauvais. Il y a des gens mauvais dans le monde. Mais moi, j'ai reçu des milliers de lettres de personnes, et je connais des gens partout dans le monde. Et je rencontre des gens que j'ai rencontrés par Twitter, à Berne par exemple. Là, je vais les rencontrer. Et des gens qui sont tellement contents de me rencontrer finalement. Donc, des gens qui ont investi leur vie là-dedans. Et j'ai reçu des lettres de famille qui me disaient « Je sais que c'est difficile pour vous, mais vous avez sauvé la vie de ma famille. On a suivi vos directives. » Et voilà. Bon, ce n'est pas terminé, mais j'espère que chacun en apprend toujours davantage. Et moi, je ne vais jamais cesser de le dire jusqu'à ce qu'on en soit sorti, car je pense réellement qu'on peut en sortir. D'autres commentaires? Alors, juste pour vous dire que tout scientifique qui participe aux politiques publiques, plus particulièrement dans les domaines qui sont aussi utiles à la société, arrivent dans des situations extrêmement stressantes. Mon expérience est plus limitée que celle de Kim, mais j'ai participé, par exemple, sur l'île de Montserrat, au fait de convaincre les hommes politiques dans le Royaume-Uni qu'ils ne devaient pas évacuer l'île complètement, uniquement pour des raisons politiques.
mais plutôt pour des raisons scientifiques relatives aux risques réels posés sur l'île. Et je me souviens de moments très tendus où j'ai dû interrompre des hommes politiques et des fonctionnaires sur cette question. Heureusement, ils ont pris la bonne décision. Mais c'est inévitable. En fait, il va y avoir beaucoup de stress. D'autres expériences similaires? Non, car je n'ai pas subi ce niveau de pression intense, mais le message que j'aimerais vous transmettre, c'est plutôt de réfléchir au message et de ne pas tuer le messager. Bon, moi-même, je ne joue pas réellement de rôle dans ce genre de questions. C'est quelque chose qui est fondamental d'intérêt humain, l'origine de la vie, l'univers, pourquoi sommes-nous là, l'évolution humaine, etc. Ce sont des questions fondamentales et qui peuvent sembler peu pertinentes parfois face à ces problèmes urgents que nous rencontrons. Mais j'aimerais dire deux choses. Premièrement, il faut que nous puissions nous rechercher des choses, en fait, nous réjouir de quelque chose et nous préoccupons de ces choses. Et deuxièmement, c'est que la science, Kim l'a dit ce soir, les réponses viennent parfois de lieux un peu inattendus. Et c'est un aspect très important de la science. Donc l'exploration du monde nous dit des choses dont on n'était pas au courant. Pour l'avenir de l'humanité, il est très important de garder à l'esprit l'importance de la curiosité et de la recherche menée simplement par la curiosité et l'intérêt de la science pour les êtres humains. Voilà, magnifique conclusion. Je vous remercie à tous les quatre. Merci Kimberly pour votre excellente présentation. Voilà quelques mots encore, rapidement. Demain soir, dernier soir du colloque avec Nick Lane et la présence de nos autres orateurs également. Demain soir également, encore pour la dernière fois avant la présentation, les moments passés avec le Sciencescope de l'Université de Genève qui vous présente des expériences de vulgarisation scientifique. Et enfin, pour encore quelques jours jusqu'au 20 novembre, le spectacle Son et Lumière qui cette année se déroule au Musée d'Art et d'Histoire, pas au Parc des Bastions comme les autres années, au Musée d'Art et d'Histoire, à 18h30, 19h30 et 20h30 chaque soir, aussi par temps de pluie. Allez-y, ça dure 20 minutes, il paraît que c'est magnifique. Et c'est sur ces images que je vous laisse et que je vous donne rendez-vous à demain soir. Merci, bonne soirée.